Rien qu'à écrire le mot enfermé, je m'effondre. C'est pesant, surtout dans ma cellule le soir. Ce mot me terrifie, m'angoisse. Je passe mon temps à la fenêtre pour me rassurer et espérer que mon angoisse passe pour pouvoir vite m'endormir. Chaque matin, dès l'ouverture des cellules, je suis le premier à sortir dans le couloir. C'est la fin d'une longue nuit. Jusqu'à la prochaine. Vers 20h, un détenu a appelé. Au secours, au feu! Les surveillants ne sont que deux à l'hébergement, de 19h45 à 7h du matin, et ils n'ont pas le droit d'avoir les clés. Donc, un de ces surveillants est arrivé après 5-10 minutes, a constaté l'incident et a appelé tout de suite un petit groupe de 5 ou 6 autres surveillants qui se trouvent à l'entrée de la maison centrale et qui doivent être prêts à porter secours avec les clés. Mais ils ont énormément tardé à venir, environ 30 minutes après l'appel. Le détenu était mort carbonisé. Nous avons vécu son décès à quelques mètres, malheureusement sans pouvoir intervenir. Le surveillant qui était là l'a vu mourir par l'œilleton de la cellule. Il n'avait pas les clés. Depuis 6 mois, la cellule est infestée de punaises. Madame, je souffre le calvaire. Je suis rongé jusqu'au sang. Tout mon corps est recouvert de plaques, boutons, et cela me démange. C'est atroce. Depuis un mois, je ne dors plus. Les surveillants nous réveillent quand on dort la nuit. Cette nuit, de 23h à 6h du matin, ils tapaient à ma porte de cellule jusqu'à me réveiller. Et si je ne me réveille pas, ils continuent. Tous les jours, la même chose. J'ai pris un rapport parce qu'on me réveille toutes les 2 heures. On va où, franchement? Après, on dit que les détenus sont violents. Mais une personne qui ne dort plus devient totalement folle. Mettez-vous à notre place. S'en est suivi un séjour de 8 jours en isolement. D'abord, ils ont emmené plusieurs infirmiers me chercher, puis m'attraper, et ensuite m'emmener dans cette pièce ignoble. Ils m'ont couché, attaché de la tête aux pieds, bien sûr très serré, avec un urinoir et une main détachée quand je voulais... Enfin, je vous écris, je ne pense pas être un animal. Alors juste avant de commencer, c'est pour me situer, je suis François, je coordonne un salon du livre à Arras le 1er mai, un salon de critique sociale et d'expression populaire. Et on organise dans quelques jours une journée sur l'action culturelle en prison. Autant dire que les sujets sont nombreux qui nous rejoignent. Donc en tout cas, on va essayer d'aborder le livre tranquillement, ce livre de photographie, en essayant d'aborder, on va dire, trois manières de le rencontrer. La première manière étant de raconter un peu l'histoire, comment on est arrivé à ce livre, comment tu as travaillé et qu'est-ce qui a conduit à sa publication. Ensuite, on va parler peut-être un peu plus de son organisation intérieure, parce que c'est vraiment très intéressant la manière dont le livre est construit, pour finir et passer plus de temps sur le travail photographique lui-même, puisque c'est un peu quand même l'objet de la rencontre aussi. Alors déjà, pour commencer sur cette histoire autour du livre, comment ce livre est venu? Voilà, d'où vient ce livre et comment ce travail a été mené? Voilà, combien de temps tu as travaillé? Alors, c'est la somme de 3 ans et demi de reportage. Moi, j'ai été embauché comme contrôleur photographe au CGLPL. Le CGLPL, c'est le contrôle général des lieux de privation de liberté. Donc, j'ai pu réaliser ces reportages parce que j'étais contrôleur au CGLPL. Donc, moi, je travaillais sur la partie photo. Mes collègues travaillaient sur la partie écrite, sur la partie rédactionnelle des rapports. Mes photos devant servir à illustrer les rapports. Et donc, au bout de 3 ans et demi, Adeline Hazan, qui était contrôleur général des lieux de privation de liberté, a souhaité, pour la fin de son mandat, réaliser un ouvrage pour montrer faire une sorte d'état des lieux, de situation des lieux de privation de liberté sur le territoire français. On voit dans tes photos, alors je ne sais pas si on peut passer justement là par exemple, on a une photo qui peut être diffusée pour montrer un peu justement, rentrer un peu dans l'univers. On voit dans ce livre, alors si on parle de l'organisation, hein,
C'est une organisation qui est vraiment intéressante parce qu'on bon, il y a le texte et l'image qui scandent complètement le livre en différents chapitres, on va dire, des parties. Euh, j'ai j'ai vu voilà à peu près une première partie sur le thème de l'enfermement, une autre sur la sécurité, sur l'hygiène, sur l'activité, sur le travail, sur la relation avec l'extérieur et sur l'intimité. Euh, c'est vraiment voilà, une découverte de l'intérieur, une manière de rendre visible l'invisible, on va dire. Comment ce choix de progression dans le livre, dans le chapitrage, s'est fait? En fait, l'idée, c'était de faire tout sauf un catalogue exhaustif et répétitif en partant à chaque fois d'un établissement et en montrant les photos d'un établissement, puis en passant à l'établissement suivant. Ça aurait été, je pense, non seulement fastidieux à construire, mais encore plus pénible à découvrir. Donc l'idée, c'était de donner une vision transversale en mêlant les genres de lieux de privation de liberté, la nature des établissements entre eux, pour rester sur des thématiques qui sont transversales à différents endroits. Donc on peut retrouver des thématiques sur l'hygiène, que ça soit dans un centre éducatif fermé ou que ça soit dans un établissement pénitentiaire ou dans un hôpital psychiatrique. C'est une thématique qui peut être transversale, quelle que soit la nature de l'établissement. Donc l'idée, c'était de traiter de thématiques générales pour glisser tout au long du livre sur une progression, une découverte d'établissements de nature différentes, qui sont vraiment régis également par des lois différentes, avec des publics différents. Et général, sans être dans l'esprit catalogue, on aurait été dans un inventaire un peu un peu pénible à découvrir ces cueils-là. Il me semble que l'ensemble crée justement une dynamique assez fluide dans la découverte de tous ces lieux-là. Ouais, la dynamique est très forte et puis les textes, même le choix des textes, enfin chacun nous touche en fait. Et donc enfin le choix des textes, comment ça s'est passé? C'est toi qui as choisi parmi les documents parce que c'est à chaque fois basé sur les dossiers qui ont été réalisés, les rapports. C'est un choix où ça a été un peu rendu collectif. Alors, il y a deux types de textes dans l'ouvrage. Il y a d'une part des saisines, c'est-à-dire des lettres qui nous sont adressées par des personnes qui sont privées de liberté ou alors des gens de leur famille ou des associations qui nous écrivent pour nous saisir. Et puis d'autre part, il y a des extraits de rapports. Donc ces deux types de documents écrits viennent s'intercaler entre les images. Le choix a été fait, ça c'est Capucine au CGLPL qui a travaillé sur la sélection pour aller rechercher dans différents rapports et dans différentes saisines des textes à même d'illustrer, de mettre en résonance les images avec les problématiques. Et puis ensuite, ça a été validé par Eric, l'éditeur, bien sûr par Abdi Nazan, qui a validé le choix et la mise en concordance des textes et des images. Et puis un petit peu moi aussi. Et justement, enfin, quand je dis qu'on rentre vraiment dans ce monde invisible qu'est le monde des lieux de privation de liberté, on a rarement ces images quand même. Quand on regarde, enfin voilà, il y a page 64, cette image du, je sais pas si on peut la voir à l'écran, mais déjà il faut que je retrouve la bonne page. Bon, bah, voilà, sur le thème de l'hygiène, la saleté, ou cette image du rat qui est en train de manger un morceau, voilà, parce que tranquillement. Sur le thème de la violence, on a des photos qui sont rarement vues, de scènes de violence directement saisies par l'objectif. Voilà, j'ai l'impression que c'est quand même une réalité c'est pas qu'on la découvre, on la connaît. Tout le monde le sait, mais personne ne le voit parce qu'en fait, on n'a jamais d'image de tout ça. Et je trouve qu'à travers ce livre, on rentre vraiment dans cette réalité, cette réalité crue des relations humaines et des difficultés à vivre dans cet endroit. Alors, les contrôleurs du CGLPL dont je fais partie sont parmi les rares personnes en France à pouvoir rentrer au cœur de ces établissements-là et à être autorisés à prendre des photos. Donc, il y a un déficit d'image sur le quotidien de ces lieux-là. Parfois, des journalistes y vont, mais c'est de manière très encadrée et très limitée dans le temps qu'ils peuvent y passer et dans les endroits qu'ils peuvent découvrir. A contrario, au contrôle, on reste plusieurs jours, voire plusieurs semaines dans un établissement en fonction de sa taille,
Donc du coup, on peut vraiment découvrir les choses de l'intérieur et prendre le temps au niveau de sa dimension quotidienne. Et donc assister à des scènes de vie entre guillemets ordinaires, je dis bien entre guillemets, et montrer des choses qui sont voilà, qui sont invisibles pour ne serait-ce que pour des visiteurs qui sont amenés à se rendre régulièrement dans des établissements de cette nature, mais qui n'ont pas accès à ce type de situation, quoi. Il y a une photo qui m'a particulièrement intrigué, on va dire, sur la thématique du travail, hein, parce que c'est bien indiqué que en général, la rémunération du travail réalisé en détention aussi entre 4,35 € à 200 € par mois. Donc on voit que les salaires sont quand même très bas. Et on a une image, page 129. Ça passe bien l'écran. C'est des bouchons, on dirait des bouchons de parfum d'un grand parfumeur qui sont en train d'être montés par donc des Oui. personnes qui sont payées une misère. Est-ce que c'est aussi un peu le rôle de ce genre de livre, de dénoncer, on va dire, un rapport d'exploitation tout de même assez caractéristique ou caractérisé? Euh, oui, pourquoi pas. Non, mais le travail pénitentiaire, c'est vraiment quelque chose d'assez singulier quand on vient de les conditions de rémunération d'abord que tu viens de citer n'ont aucune commune mesure avec avec la loi travail. Le prix horaire de la main d'œuvre est pas du tout le même que dans la société. Les conditions de travail sont complètement différentes. L'accès au travail c'est l'objet d'une procédure bien particulière qui peut être parfois problématique en termes d'équité, en termes de facilité. Donc voilà, c'est un univers qui est... D'ailleurs, il y a peu de travail au regard du nombre de personnes qui sont en prison. Le travail, c'est quand même, il faut le dire, une denrée rare. Et quand il y a du travail, ceux qui travaillent pour un travail entre 7 et 8 heures par jour, les salaires sont vraiment extrêmement faibles, effectivement. Par exemple, je tiens à préciser, parce qu'on est dans ce contexte-là, qu'actuellement, avec la crise du Covid, beaucoup d'ateliers de travail pénitentiaire sont fermés et contrairement à l'extérieur, il n'y a pas du tout de chômage partiel. C'est-à-dire que les détenus qui travaillaient se retrouvent privés de leur travail pour une raison qui n'est pas de leur fait, hein, et sans aucune forme de compensation possible, ce qui pose des problèmes de ressources pour des gens qui sont en détention et qui ont besoin d'un minimum pour se procurer ce dont ils ont besoin pour leur quotidien. Alors, c'est vraiment voilà, un travail qui nous pousse du coup à redécouvrir un peu ce monde de la prison qu'on croit connaître parce qu'il y a beaucoup de discours autour, mais là qu'on découvre image par image et texte par texte. Euh, Cette incarnation, elle est rendue d'autant plus forte que il y a des humains, on les voit les humains dans ces photos, ce qui est quand même paradoxal, enfin, disons assez rare aussi parce que souvent on ne représente pas la personne détenue, on ne représente pas la personne qui est en hôpital ou voilà, il y a quand même un rapport étrange à l'image. Là, on peut diffuser une image voilà d'un couple, on imagine, qui se retrouve. Les visages sont assombris, mais ne sont pas floutés. Ça, c'est cette présence de l'humain. Comment tu l'as géré et comment ça s'est géré avec aussi ces questions à la fois de droit et puis cette question d'édition. Enfin, j'imagine qu'il y a aussi une notion là qui est quand même assez complexe. Alors, moi, j'avais une obligation contractuelle pour pouvoir travailler. La règle était aucune personne ne doit être reconnaissable, que ce soit une personne privée de liberté ou quelqu'un qui travaille dans l'environnement de ces personnes-là. Donc moi, ma règle de travail, elle était claire dès le départ. Il n'y a pas eu de discussion là-dessus. C'est de façon contractuelle, je ne devais pas montrer les visages. Donc j'ai essayé de contourner un petit peu ça en prenant des profils, des trois quarts arrière, en essayant d'avoir des effets de lumière pour masquer le visage, mais montrer quand même la personne. Malgré ça, il y avait quand même des photos où certaines personnes étaient reconnaissables et avec Eric, donc les éditions Leitmotiv, lui était absolument contre le fait de publier des images avec des visages floutés. C'était pas du tout envisageable.
Donc la sélection s'est faite sur les images où effectivement des personnes étaient présentes sans qu'il y ait besoin d'avoir recours à du floutage pour pouvoir la publier. Voilà. Donc ce sont deux contraintes qui sont additionnées pour au final donner cette sélection par rapport aux personnes qui peuvent être représentées sans être Alors, reconnaissables. du coup, c'est une photo très incarnée. Enfin, on a de l'humain dans ces photos. Mais on a aussi, bien sûr, les lieux. Et les lieux, dans le travail que tu as mené, le travail photographique à proprement parler, les lieux sont également très organiques. On a l'impression presque parfois d'humains réduits à une taille minimale voilà, un lieu immense qui les mange quasiment. Notamment, je pense à cette photo de couverture qui est quand même assez représentative. Il y a d'autres photos comme ça, un travail sur la matière sur les matériaux, sur les murs, sur les portes, sur les objets, qui les incarnent vraiment aussi très fortement. Je trouve il y a vraiment quelque chose là-dessus qui était Ça m'a fait penser un peu aux photos de Peter Claesen. Je sais pas si tu... Voilà, parce que c'est un peu pareil, les objets Ouais. deviennent presque des animaux. Enfin, voilà, il y a un peu de ça, quoi, un côté monstrueux qui est incarné. Je sais pas ce que tu en penses, mais Mhm. comment tu as travaillé ces couleurs, etc., cet effet de matière, on va dire, qui est vraiment très fort dans ce livre. En fait, ce sont des lieux qui sont vraiment particuliers que j'ai découverts. Je connaissais pas l'intérieur je connaissais pas l'intérieur de ces établissements, donc j'étais dans un principe vraiment de découverte, un petit peu comme qui est un peu neuf par rapport Mm. aux endroits qu'on va découvrir. Et les architectures sont vraiment très particulières. Il y a dans certains établissements une dimension architecturale qui dépasse l'humain, c'est-à-dire qui donne une échelle à la dimension humaine qui peut être complètement péjorative. Et il y a en plus, à l'intérieur de ces endroits, une circulation de la lumière qui est différente, de par les grilles, de par les portes, de par l'occultation des circulations, enfin l'empêchement de circulation. Il y a une circulation de la lumière qui est vraiment très spéciale. Donc du coup, un rendu des couleurs, un rendu des matières, un rendu des lieux qui est vraiment spécifique. Et moi, j'ai toujours été attiré par ça. Je fais ce type de photos dans la rue tous les jours avec mon téléphone parce que j'aime ça. Et j'ai retrouvé ce principe-là à l'intérieur de ces endroits-là, mais avec une tonalité vraiment spécifique à ces lieux-là. Alors, il y a Frédéric nous a envoyé une question. Ah oui, entre parenthèses, je tenais à nous excuser pour les conditions techniques qui font qu'il y a parfois des petites perturbations dans le son, mais on essaie de tenir et on tient. Mais en tout cas, voilà, une question de Frédéric sur ce paradoxe de créer un beau travail photographique, un travail esthétique, sur une réalité aussi difficile et sans misérabilisme. Ah, c'est le vieux débat hein, dans le photojournalisme qui est bien plus vieux que moi. C'est dire si le sujet traîne depuis longtemps et c'est est-ce qu'on peut faire du beau dans des endroits où les gens souffrent? Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à montrer, à mettre de l'esthétique en réalisant des images qui concernent des endroits ou des personnes en souffrance? Moi, je vois pas où est le paradoxe. Je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir donner à voir. Je pense que l'esthétique participe à la lecture. Je sais qu'aujourd'hui, il y a une tendance dans le photojournalisme ou dans la photographie, même en général, une certaine photographie, pas chez tous les photographes, mais chez certains photographes, à un petit peu salir les images, à être dans des images extrêmement sombres, voire complètement sous-exposées, à un petit peu malmener la technique, puis faire un petit peu du sale pour créer du beau. Bon, voilà, je pense que c'est une tendance, une mode photographique qui passera comme toutes les modes photographiques. Moi, je suis dans une approche entre guillemets plutôt Mm. classique, c'est-à-dire que j'ai pas énormément d'artifice à la prise de vue. Je fais attention, je me concentre sur la lumière et sur le sujet, le cadrage. Je suis un peu maniaque du cadrage, c'est plutôt là-dessus que je me focalise. J'essaye de dénaturer le moins possible ce qui est représenté. Et il y a malgré tout, que ce soit dans une prison ou dans un camp de réfugiés ou dans un pays en conflit, la beauté est présente partout et je vois pas pourquoi on s'abstiendrait de la représenter et de l'inclure dans le travail.
au motif qu'on veut mettre en avant une souffrance. Je pense que c'est pas la peine d'en rajouter. Je pense que les gens sont capables de percevoir les difficultés, même si la lumière est belle, la lumière qui éclaire la personne en difficulté est belle. Je pense que la difficulté est pas moindre et certainement pas moins bien représentée pour autant. Dans ta conclusion, Voilà. d'ailleurs, je crois que tu parles de dignité visuelle. Ouais. Oui, oui, je pense que enfin, moi, j'ai pas envie d'en rajouter. J'ai une conception de mon travail qui est la mienne, qui vaut ce qu'elle vaut. Mais comme c'est la mienne, je suis en plein dedans. Et je pense qu'effectivement, les choses sont suffisamment explicites, telles que j'ai envie de les montrer, pour essayer de pas de drame déjà existant, quoi. Voilà. Alors, il y a des questions qui viennent aussi de Twitch et de différents endroits, de différentes plateformes. Et donc, la question d'une personne qui s'appelle 275380, c'est un drôle de nom, mais c'est son nom. Avez-vous décidé d'être contrôleur pour ce projet ou étiez-vous contrôleur au départ? Je pense qu'on peut relier d'ailleurs cette question au parcours, parce que je crois que tu as aussi d'autres cordes à ton arc, en tout cas, tu as eu d'autres expériences par ailleurs. J'ai pu postuler pour ce travail que, parce que je voulais pouvoir faire ce travail photographique. Donc j'ai pu faire ce travail parce que j'ai été nommé contrôleur. Sans cette nomination, j'aurais pas pu le faire. Donc je ne l'étais pas précédemment. J'ai commencé ce travail dès que j'ai été nommé contrôleur. Mais j'avais essayé par le passé, quelques années auparavant, de créer des ateliers en prison parce que j'habitais pas loin d'une maison d'arrêt à l'époque. Ça n'avait pas fonctionné pour des questions budgétaires, etc. Donc j'avais déjà une curiosité, une univers là. Et pour moi, ce travail sur privation de liberté, pour moi, la privation de liberté, c'est une errance, c'est une forme d'errance sociale ou sociétale. Et j'avais travaillé déjà pendant plusieurs années sur d'autres formes d'errance. J'avais travaillé sur les réfugiés dans pas mal de pays. J'avais travaillé sur les migrants, sur les SDF. Enfin, j'avais exploré déjà plusieurs formes d'errance. Et la prison, pour moi, était vraiment une errance à part entière dans un parcours de vie, un parcours au sein d'une société. Donc, pour moi, c'était raccord d'aller aussi vers ça au bout d'un certain temps. Et comment on se construit du coup en tant que... Parce que quelque part, il y a aussi un travail plastique. Je sais que tu as déjà fait des installations aussi. Je crois que c'est à Reims. Voilà, comment finalement tu construis aussi un univers artistique à travers tout ce que tu traverses. Voilà, peut-être revenir sur ton parcours d'artiste, mais aussi de tes influences. Est-ce qu'il y a des photographes qui te marquent? Parce que comme on est quand même ici au sein des éditions Leitmotiv, c'est toujours bien quand même d'avoir quelques références photographiques. Après, ça peut aussi être des références ailleurs, hein. Des fois, lire un texte peut conduire à une photo, voir un tableau, un film. Enfin voilà, quelles sont tes influences principales? Et- Alors moi, j'ai été beaucoup influencé dès le départ à quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir avec la photographie a priori, c'est la musique. Moi, j'aurais voulu être musicien à la base. Voilà. Je pense que c'était plus raisonnable que je ne le devienne pas et j'avais certainement plus de talent à faire des photos de musiciens qu'à être musicien moi-même. Donc c'est pour ça que j'ai basculé sur la photographie avant d'imaginer en faire mon métier. Donc, mais comme ça me permettait de garder un lien avec la photographie en faisant beaucoup de concerts. Les influences sont plus des choses qui sont hors de la photographie. Alors ça va être beaucoup de littérature, beaucoup de poésie, beaucoup de musique, la peinture également. Je cherche toujours à aller voir des expos, à regarder des livres de peinture. Enfin, je suis très attiré par cet univers-là. Et les quelques installations que j'ai pu faire sont des installations qui mixent en fait ces choses entre elles. Donc il y a de la photographie bien sûr, mais il y a aussi du texte, il y a du son avec de la musique ou des bruits, des bruits d'ambiance. Donc c'est plutôt des installations plasticiennes avec différents médiums qui sont conjugués entre eux en fait. La photographie seule peut être intéressante, mais je trouve intéressant dans les installations justement d'avoir différents outils qui vont résonner ensemble et donner un message que la photographie toute seule aurait peut-être du mal à délivrer de façon aussi complète, quoi. Il y a Martine qui nous pose une question sur la suite de cette aventure. Est-ce que c'était une expérience qui va se refermer?
ou alors tu vas continuer dans ce domaine ou ce sujet. Je crois qu'il y a une histoire de thèse de sociologie d'ailleurs, où la photographie a de la place. Donc peut-être que ça peut être l'occasion d'en parler, en tout cas de la suite pour toi de tout ça. Alors moi, je fais pas de doctorat, donc je suis pas en train de C'est faire pas une une thèse. thèse. C'est pas grave. Non, c'est modeste. J'ai passé un master Un 2 en master. sociaux. Voilà. C'était pour un mémoire de master. Donc ça, c'est terminé. Pour ce qui est de mon mandat de contrôleur photographe, c'est terminé également. Donc c'est-à-dire que ce travail-là, pour moi, est achevé au bout de 3 ans et demi, un peu moins de 4 ans. L'avenir, pour moi, pour l'instant, je ne sais pas encore photographiquement ce que ça va donner. Le contexte actuel est encore un peu flou pour que je puisse répondre précisément à ça. On est dans une époque où je sais pas je sais pas ce qui va advenir de la photographie en général et de la mienne en particulier, quoi. D'accord. Voilà. On verra bien. Ça rejoint un peu la question de Frédéric, qui avait une question sur la question, sur le principe, en fait, l'évolution de l'écriture photographique pendant ces 3 années. Est-ce qu'il y a eu, pour revenir un peu sur le livre, est-ce qu'il y a eu une évolution dans ton travail et dans ton écriture photographique sur l'ensemble de ce projet, au début et la fin? Certainement, certainement. Je pense que si c'est perceptible, moi je situerais cette évolution au niveau de la proximité avec les personnes que j'ai pu rencontrer. C'est-à-dire que plus les missions plus j'allais de mission en mission, plus je pouvais établir relativement facilement un lien avec les personnes rencontrées. Donc du coup, la photographie derrière était beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Je pense que j'ai trouvé la bonne distance par rapport aux interlocuteurs que j'avais, que ce soit des personnels qui travaillaient ou des personnes qui étaient privées de liberté. Et donc, du coup, je me suis senti relativement à l'aise pour pouvoir travailler, alors qu'au début, j'avais quand même quelques appréhensions sur comment l'appareil photo va être accueilli. Donc, je pense que l'évolution pour moi, ça a été d'arriver à trouver en quelques missions un bon endroit pour se situer, c'est-à-dire pour être dans la relation aux personnes rencontrées, ni trop proche, mais ni trop loin pour autant, quoi. Alors justement, tu parles de proximité, mais tu finis enfin, le livre se termine sur la question de l'intimité. Je pense qu'on est vraiment là à l'un des cœurs du problème carcéral, avec des photos qui montrent les conditions indigentes de vie, que ce soit d'ailleurs en hôpital ou que ce soit en d'autres endroits de privation de liberté. Cette question de l'intimité, enfin, parce que tu as pu rentrer dans les cellules, tu as pu vraiment accompagner, on va dire, même des personnes. Justement, quels sont les liens que tu as pu nouer éventuellement avec ces détenus? Est-ce que des liens ont été possibles? Après coup, après Voilà. l'émission? Non, ça c'est même pas que c'est pas possible, c'est que c'est Mhm. interdit en fait. Je pourrais éventuellement, en tant que citoyen français, demander un permis de visite et, euh, et me rendre au parloir, qui sont autorisés, soit par courrier, soit par visite au parloir. Mais j'ai maintenu que j'ai pu rencontrer, quoi. Mhm. Voilà. Et pour continuer cette question de Laurent, est-ce que par contre, cette relation avec les personnes dans le cadre carcéral, quand tu passais un peu de temps à tel ou tel endroit, est-ce que tu as réussi à créer, justement, j'imagine que oui, pour la création de ces photos, mais quel genre de lien tu as pu créer avec ces personnes? Parce que tu rentres vraiment dans leur univers. En fait, ça commence toujours avec une discussion. Il y a une curiosité. Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous avez un appareil photo? Donc, le fait de commencer à répondre à ces questions-là, il y a une conversation qui s'engage parce que moi aussi, je pose des questions. Qui vous êtes? Comment vous vous appelez? Vous êtes dans quel bâtiment? Vous faites quoi? Est-ce que vous travaillez? Pourquoi vous êtes en train de vous déplacer? Est-ce que vous allez au sport ou est-ce que vous revenez de l'école? Enfin, voilà, c'est une conversation qui s'engage et rapidement, la conversation peut dévier sur des sujets complètement singuliers. Ça peut être sur le parcours de la personne qui va se mettre à se confier sur, bah voilà, moi, je suis là pour telle et telle raison, ou ici, ce que je suis en train de vivre, c'est comme ci ou c'est comme ça.
j'ai l'impression que je retrouve dans ces établissements-là parfois ce que j'ai pu trouver dans d'autres terrains, sur des pays en conflit, où il y a une urgence, où on va pas trop à des détours d'apparence, de façon de se présenter, une forme d'authenticité que j'ai pu connaître sur d'autres terrains qui sont complètement différents. Mais voilà, une urgence à être et une urgence à communiquer. Les occasions sont pas nombreuses et en face de vous quelqu'un qui s'intéresse un petit peu à vous, bah, vous vous livrez peut-être plus facilement, quoi. On a une question de Lucas qui est tout à fait intéressante. N'es-tu pas senti toi-même enfermé? Non, mais c'est une très bonne question. Je me suis pas senti enfermé parce que je sais très bien que le soir, quand ma journée de travail est terminée, je vais quitter l'établissement. Mais néanmoins, en quittant l'établissement, souvent, pas toujours, mais souvent, au moment de sortir, il y a quelque chose, voilà, quelque chose qui s'enlève. Ce sont pas des lieux anodins, ce sont des lieux où je pense à l'intérieur, l'être humain respire autrement, respire au sens large du terme respirer. Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe en termes de vibration à l'intérieur qui est complètement de l'ordre de l'impalpable, mais qui est vraiment très très particulier à ces lieux-là. Parfois même en rentrant dans certains établissements, des sensations qui arrivent qui sont pas toujours très agréables. Et c'est agréable par contre d'en sortir le soir. Oui, il y a Voilà. quand même cette... Et alors, du coup, est-ce que la période de confinement te ramène à certaines choses que tu as pu vivre, même si on n'est pas tout à fait dans les mêmes types d'enfermement? C'est quand même un peu plus confortable. Oui, non, je crois que ça, il n'y a aucune mesure et aucun point de comparaison possible entre ce que j'ai pu vivre pendant le premier confinement et ce que vivent ces personnes-là. Ça serait pour le moins déplacé d'essayer de trouver des points de comparaison. Maintenant, la liberté d'aller et venir, je pense que c'est quelque chose que le citoyen français maintenant a peut-être une conscience un petit peu plus affûtée de qu'est-ce que c'est que la liberté d'aller et venir, quoi. Voilà, la liberté la notion de la liberté de se déplacer, être privé de liberté, je pense que c'est une formule qui résonne peut-être un petit peu plus aux oreilles des Français aujourd'hui qu'il y a un an, quoi. Et c'est peut-être pas plus mal parce que de toute façon, il faudra à l'avenir continuer à parler des questions des lieux de privation de liberté parce qu'ils ont un impact sur la société. Donc ils seront peut-être plus sensibilisés ou peut-être plus à l'écoute de qu'est-ce que c'est que la privation de liberté. Alors, dans ce livre, Les Enfermés, c'est une question de Gigi. Est-ce qu'il y a une, deux ou trois photos qui sont particulièrement marquantes pour toi, qui marquent quelque chose ou soit une émotion, soit un moment que tu aurais vécu qui t'a particulièrement touché ou marqué? Toutes les fois, j'ai toujours du mal à faire ça, à dire laquelle la photo qui vous a le plus marqué. C'est pas que je veux pas faire ça, c'est pour moi chaque image est reliée à une histoire, à un moment, à un contexte, à un établissement, à une rencontre, à des mots qui se sont échangés, à une émotion qui a eu lieu, à un sentiment personnel que je pouvais avoir à ce moment-là. Donc j'ai pas d'échelle à l'intérieur de ça en fait. Aujourd'hui, je vais en choisir une, demain j'en choisirai une autre en fait. Donc j'ai vraiment pas de palmarès en tête ou d'image. Bien sûr, il y a une image en couverture du livre. Cette image-là me parle, mais parce qu'elle est, je pense, elle est aussi symbolique de quelque chose, du rapport, ce dont on parlait juste avant, du rapport de la nature humaine à ces lieux-là où il y a une sorte de paradoxe, de résonance un peu bizarre entre l'humain et l'endroit dans lequel il se trouve. Mais à l'intérieur du livre, il y a des images qui me touchent tout autant que celle qui est en couverture. La dernière image du livre, qui est une image où il n'y a personne, c'est juste un rayon de soleil sur une porte de cellule en bois assez ancienne. Voilà, pour moi, ça parle de la solitude, ça parle de l'enfermement, peut-être plus que des grilles. Enfin, non, enfin, j'allais dire, je les aime toutes. Alors, on a une question de Joël, mais ça, je pense qu'on l'a déjà traité, sur la question du lien que tu pourrais avoir encore avec des détenus qui sont aujourd'hui en liberté. Sur le sujet, donc tu nous en as parlé également. Il y a une certaine forme, moi je trouve aussi que chacune de tes photos en fait raconte une histoire. On rentre dans un univers aussi, il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui bouge.
Et il y a aussi des émotions, bien sûr, créées par la photo. Et parfois, il y a des situations presque ironiques. Je pense à cette photo, je vais la montrer à l'image, mais cette photo où d'un côté, on a la grillage, voilà, la grille, et puis de l'autre côté, le ponton. Ouais, je dis mieux comme ça. Il y a un ponton qui va vers l'horizon, alors que juste à côté, on a cette grille avec cet univers carcéral, ou cet univers, oui, c'est ça, carcéral. Euh, c'est totalement ironique, quoi. On a ce paradoxe. Alors, je pense que les rimes visuelles sont assez simples avec les barreaux, avec les répétitions d'objets, etc., etc. Mais on a quand même ces beaux paradoxes où on voit des travées, des grands couloirs, par exemple, qui présentent des horizons bouchés. Ça, j'imagine que c'est aussi quelque chose qui doit être dans le travail photographique assez facile à construire. L'occasion de faire ce type d'image, en fait. Mm. Et l'exemple que tu as montré, cette photo-là, effectivement, pour moi, c'est. Enfin, j'ai vu tout de suite, en une fraction de seconde, le paradoxe qu'il y avait entre ce ponton. Si on y va, si on va vers cette image, ben on se prend le mur parce que c'est un poster collé au mur. Et que le seul chemin, c'est les grilles. Elles sont actuellement fermées sur l'image. Donc oui, c'est des images qui peuvent vite faire symbole facilement, quoi. C'est facile, mais pour autant, j'ai pas envie de me priver de faire ce genre de photos parce que le paradoxe de la privation de liberté ou la vocation de la peine de prison, selon le code pénal, c'est la réinsertion. C'est les gens de la société pour mieux les inclure. Donc, ce paradoxe pénal, ce paradoxe de l'incarcération, exclure pour mieux inclure ensuite, je pense qu'il faut en parler, il faut le dire, et il faut le montrer, l'illustrer par quelque chose, quoi. Martine nous pose une question. Les photographies enfin, te pose une question, parce que moi, je n'ai pas à y répondre. Les photographies que vous avez livrées au CGLPL sont-elles identiques à celles du livre? Y a-t-il un travail photographique, on va dire entre guillemets artistique, à travers ce livre, et puis un travail photographique qui serait plus le travail photographique administratif, peut-être? Alors, il y a effectivement dans chaque mission des images que je peux réaliser qui sont des images vraiment techniques pour montrer, par exemple, l'état d'un mur en délabrement ou l'état de quelque chose, voilà, où il faut techniquement avoir la meilleure photo possible pour rendre compte d'un objet ou d'une situation. Des collègues peuvent me demander, tiens, si tu peux passer à tel endroit, me faire telle photo, parce que j'ai vu qu'il y avait un truc et moi, avec mon téléphone, je peux pas faire cette photo-là. Donc, effectivement, il y a quelques photos que je réalise parfois qui sont vraiment des photos purement techniques et qui ont vocation à exister uniquement dans les rapports. La majorité des photos que j'ai pu prendre pendant ces missions-là sont quand même plus des photos comme celles qui sont dans le livre, en fait. Voilà. J'ai pas une démarche particulière à me dire bon bah là je vais aller faire des photos pour moi et là je vais aller faire des photos pour les rapports. En fait c'est une démarche globale et au fil de mes rencontres, au fil des endroits que je vais pouvoir voir, il y a des images qui vont pouvoir servir plus pour faire un livre ou des images qui vont pouvoir servir plus pour se retrouver dans le rapport. Même s'il y a des photos qui sont dans le livre qui ont servi pour des rapports. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux, quoi. Voilà. Jean nous demande si ce genre de livre, d'après toi, pourrait produire quelque chose pour changer justement la situation. Est-ce que c'est la force de tes photos ou la force de ce travail ou peut-être l'une des raisons de son existence? Et sinon, à quoi pourrait servir ce livre? Il doit servir à quelque chose. Mais je pense que ce livre, maintenant qu'il existe, qu'il est publié et qu'il a déjà commencé à se diffuser, il a déjà commencé à faire son travail de fond, c'est-à-dire à ouvrir les consciences, à permettre à des gens qui ne peuvent pas accéder à ces lieux-là de se rendre compte de ce qui se passe à l'intérieur. C'est le principe même de l'information, c'est-à-dire informer, donner une forme à l'intérieur de quelque chose, permettre aux gens de se former à l'intérieur d'eux en découvrant quelque chose qu'ils ne peuvent pas connaître par eux-mêmes, parce que c'est impossible pour eux d'y accéder. Donc oui, je pense que ce livre-là peut effectivement changer quelque chose. Alors, bien sûr qu'un livre ne va pas créer une révolution sociétale, hein, ça passe par d'autres mécanismes,
Mais par contre, quand viendront des questions des questions de société, quand certaines questions de société feront débat, comme par exemple créer des nouvelles places de prison ou pas, incarcérer plus ou pas, aller sur des peines alternatives ou pas, enfin, quand on est sur des questions de société comme ça, c'est bien aussi d'avoir conscience de qu'est-ce que c'est que la privation de liberté. Ou alors quand on a dans son entourage ou dans sa famille quelqu'un qui doit éventuellement, enfin qui peut éventuellement se retrouver en soins sans consentement en hôpital psychiatrique, avoir des notions de qu'est-ce que c'est que la contention, qu'est-ce que c'est que l'isolement. Je pense que ça permet aussi de se positionner soi dans sa vie quotidienne ou dans son rapport à la société, dans ses choix sociétaux, de façon peut-être un peu plus pertinente, un petit peu plus affûtée, en étant avec une conscience un peu plus éveillée, quoi. Donc oui, je pense vraiment que ça sert à quelque chose, ouais. Euh, donc il nous reste quelques minutes encore pour finir cet entretien, cette discussion. On me demande aussi la place de la CGLPL dans le processus d'édition. Est-ce qu'il a été simple d'être dans ce travail d'édition avec cette CGLPL? Est-ce qu'il y a eu des censures sur certaines photos? Est-ce que, y compris sur le travail éditorial, il y a eu quelque chose euh, de ce genre? Enfin voilà, et comment ça s'est passé ce dialogue entre à la fois la maison édition, toi et la CGLPL? Alors, le CGLPL est à l'initiative du livre en tant que producteur, que donneur d'ordre. Donc, c'était relativement facile parce que produire un ouvrage. Donc, à partir de là, il fallait, et pour moi, mais surtout pour l'éditeur, de lui donner une forme qui corresponde à la vocation du CGLPL. Il ne s'agissait pas de faire un catalogue pour le CGLPL, il s'agissait de faire un vrai livre photographique, tout en respectant les missions du contrôle. Maintenant, vu l'éditeur, et ça pouvait que fonctionner. Donc il n'y a pas eu de difficulté en fait. C'était un triptyque entre le CGLPL, l'éditeur et mes photographies, et ce triptyque-là a bien fonctionné parce que ces trois interlocuteurs-là avaient la même vision des choses, la même envie d'avancer dans un certain sens. Donc ça a été simple, il n'y a pas eu de censure, il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu d'échange houleux sur qu'est-ce qu'on a le droit de dire, qu'est-ce qu'on n'a pas. Fluide et constructif, quoi. Et je pense que ça se voit dans l'ouvrage. Enfin, c'est quand même très ouvert sur la totalité des lieux que le CGLPL peut visiter. Ça donne à voir les missions du contrôle, ça donne à voir les extraits des saisines qui sont reçues, ça donne à voir qui sont de toute façon rendus publics. Donc l'éditeur s'est inséré là-dedans comme une sorte de chef d'orchestre pour permettre la construction d'un livre, parce que c'est quand même un projet assez ambitieux de créer un livre photo. On part de zéro et puis il faut arriver à un produit fini qui soit attirant, puis qui soit surtout fidèle à l'idée de départ. Pour moi, super bien passé, il faudrait demander aux... Bah, en tout cas, il est extrêmement réussi. Enfin, les photos sont magnifiques. Enfin, voilà, on le suit page à page. C'est vraiment un magnifique travail d'édition aussi. On a une dernière question et je pense on va clore l'entretien là-dessus. C'est encore Martine qui nous pose beaucoup de questions. Donc, visiblement, Martine, à mon avis, elle va acheter beaucoup d'exemplaires du livre parce qu'elle a l'air très intéressée. Ce projet vous a-t-il transformé? Et comment? Comme tous mes reportages, comme tous mes voyages, tous mes reportages, bien sûr, ça, je pense que, enfin, je parle pour moi, mais je crois savoir que d'autres sont un petit peu dans le même cas de figure que moi. On se nourrit de ces situations. On est forcément impacté par les situations qu'on rencontre, par les personnes avec lesquelles on échange, par les lieux qu'on découvre. On découvre d'humains en face de moi, j'allais dire en face de nous, photographes. Donc effectivement, ça nous constitue, on emmène avec nous des bouts de choses. Des fois, on aimerait pas, on aimerait laisser ça derrière nous pour se sentir parfois un peu plus léger. Mais ça fait partie du job et je pense que c'est intéressant parce que c'est aussi la matière pour ensuite photographier. Voilà, c'est une sorte de cycle, ça nous alimente. Donc, ça m'a pas transformé, ça a continué de me former comme l'ont fait
mes reportages précédents d'une façon qui m'intéresse vraiment. Très bien, bah, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup vraiment pour le temps accordé à cet échange. Échange déjà tous les deux et puis échange aussi avec les différents internautes sur les différentes plateformes. Donc, c'était donc, voilà, merci et bonne fin de journée. C'était donc Les Enfermés avec Jean-Christophe.